La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 24. Vindicael. Environ 26 ans plus tôt. Je m'arrête. Allaitant. Je me retourne pour attendre mon compagnon qui me suit et qui ne semble pas le moins du monde, contrairement à moi essoufflé. Je commence à me faire vieux, soupirai-je en reprenant un cure-dent. À 33 ans, tu t'estimes vieux? Ricane Stragoun. On en reparle dans 20 alors. Stragoun est un Goliath massif, à la peau brune et aux veinures sombres. Ses arcades sourcilières épaisses durcissent ses prunelles bleues au séant farouche. Il me dépasse d'une tête et demie, et porte une armure de cuir avec une lourde cape de fourrure et une capuche taillée dans le crâne d'un ours. C'est un ami d'enfance. Un frère même. Toujours à mes côtés. D'aussi loin que ma mémoire ne s'en souvienne. Dans 20 ans, je serai plus de ce monde, mon ami. Tu as bien peu d'estime pour toi, Vindy, me répond-il en riant. Je hausse les épaules. Je suis encore jeune, du moins j'aime à le penser. Mais le poids du temps qui passe devient chaque saison un peu plus lourd à porter. Cela fait 2 ans que j'ai fondé Aurore Éternelle, et que je m'efforce de la diriger avec droiture. Le pari était risqué dès le début, mais jusqu'à présent, je m'en suis bien sorti. Aurore Éternelle vit et prospère. Le nouveau flambellant de Masquiria, Marakov, est satisfait de nos prestations, et Aurore monte petit à petit, en force et en réputation. Nous avons mis la main sur de redoutables combattants, des guérisseurs compétents, des druides et des mages puissants. Un très bon roster qui me permet d'accepter de plus en plus de missions dangereuses, et donc, par extension, fructueuses. Je reviens à la réalité et balaie du regard la combe qui s'étend à mes pieds. Nous sommes dans les collines bleues, à une 50aine de kilomètres à l'est de la mer du même nom. La nuit est claire, mais baignée dans la lueur pourpre de vieilles plaies de silic, qui est seule ce soir. Des vallons boisés, face à moi, présentent de nombreux affleurements rocheux. Ces quartz encerclent des dolines, plus ou moins profondes, et forment des dizaines et des dizaines de lacs d'eau salée, vestiges des grands fleuves salins qui parcouraient la vallée bleue, aujourd'hui engloutie. Ce paysage luxuriant abrite une faune et une flore sauvages très riches, et n'est flanqué que de rares fermes isolées, d'éleveurs de chèvres. On ne devrait plus être loin maintenant. Commençai-je. L'homme de la terre acquiesce sans mots, ses solides mains se refermant sur le manche de sa hache. Il y a quelques jours en arrière, nous nous trouvions aux Trois Ponts, un petit bourg bâti sur le détroit du Parthe, à cheval sur le fleuve. Nous étions sur place pour aider les partisans, les Goliaths de la vallée du Parthe, à se réorganiser suite aux guerres des ogres qui venaient de les frapper en ce début d'année, vers la mi-Edmanir. En effet, alors que l'hiver se terminait sur un printemps chaud et pluvieux, des Kirks et des ogres étaient descendus des montagnes aux dragons et avaient rasé et pillé les fermes et les villages de la rive ouest du bassin. J'ai commandé Aurore Éternelle et d'autres guildes de Masquiria dans la région pour prêter main forte aux partisans, et nous avons pu repousser les envahisseurs en un peu plus de 3 mois de campagne. Cependant, les pertes chez les hommes de la terre furent très lourdes, et les Jarls durent se rassembler aux Trois Ponts pour décider de leur avenir. J'y ai été convié, ainsi que Stragoun, en tant qu'émissaire de Masquiria, à leur pourparlers, et ces derniers furent très longs, même pour moi, qui suis pourtant habitué à ce genre de cérémonie maintenant. Et après plusieurs jours de palabres, les grands druides de Dana, les dirigeants d'un ancien ordre conduit par Malorme et dont Stragoun fait partie, conseillèrent aux Jarls de s'établir sur la rive est et de laisser l'ouest aux ombres qui la gagnent. Beaucoup de protestations s'élevèrent, mais comme chez les hommes de la pierre les druides sont très respectés, ils acceptèrent les conditions de leurs anciens. Soukédoumé, le sanglier, le jarl des Trois Ponts, réputé pour être une brute sans peur, et qui tient son surnom de l'animal qu'il tua à main nue alors qu'il n'était qu'un gosse, se contenta simplement de hocher la tête et d'accuser le coup, les yeux emplis de colère. Puis, à la fin des négociations, alors que nous étions sur le départ, une phénix nous trouva. Avec ses cheveux et ses prunelles, d'un blanc ivoire immaculé, elle nous expliqua qu'elle avait vu un monstre dévoreur d'enfants rôder près des terres des bergers. Son fils venait de disparaître avec son mari, un Goliath, et c'est en larmes, dans mes bras, qu'elle nous demanda d'éliminer la bête. Impuissant face à sa détresse, je ne me voyais pas lui dire non,
Et c'est ainsi que nous étions donc, cette nuit, dans les collines bleues, pour retrouver la trace de cette fameuse créature. Strakoun s'agenouille, ferme les yeux, et pose la paume de sa main massive sur une pierre. Vu sa concentration, j'en déduis rapidement qu'il tente de localiser notre cible par la terre. Je dois avouer que j'ai toujours eu du mal avec les capacités extrasensorielles des druides. Ils lisent dans le sol comme dans un livre ouvert, écoutent le vent et bavardent aux arbres plus facilement qu'ils ne parlent aux hommes. Je sens une puissante aura, proche d'ici, commence-t-il. Elle semble en colère. Elle semble... Il se redresse d'un coup. Par là crie-t-il, sans plus de cérémonie. Le Goliath s'élance alors à grande enjambée, et j'ai beaucoup de difficultés à le suivre. Après une bonne demi-douzaine de minutes de course, Strakoun s'arrête au sommet d'un escarpement rocheux, le regard hagard et la bouche bée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je en arrivant enfin à son niveau quelques secondes plus tard, et en tentant de reprendre mon souffle. « Partin, je suis trop vieux pour ces conneries. J'aurais dû emmener Splinter avec nous. Il m'aurait porté. » Je pose les yeux sur la clairière en contrebas, et ma respiration se coupe. Nom de... Mon cure-dent glisse de mes lèvres. Le spectacle qui s'offre à nous est digne d'un champ de bataille. Le sol est jonché d'une trentaine de cadavres de kirk. L'herbe est rougie de leurs entrailles. Des corps de loups des montagnes sont également étalés, sauvagement mutilés au milieu de ce charnier. Des blocs de pierre, dont quelques-unes doivent peser plusieurs tonnes, sont étrangement disposés dans la trouée, semblant avoir été arrachés à la terre, puis tombés du ciel. Certains kirk sont d'ailleurs écrasés en dessous. L'odeur de sang frais domine encore celle de la pourriture à venir. Le carnage date de moins d'une heure. Je regarde mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Le Goliath secoue la tête. Je sais pas, mais ces kirk ont déchiné plus balèze qu'eux apparemment. Et pourtant les loups des montagnes sont pas réputés pour être des tendres. En fait, je crois qu'on a trouvé notre cible. Oui ? Ben, je commence à me demander si on a bien fait de venir la chercher. Le druide plisse ses sourcils massifs. Attends, il y a quelque chose là-bas. En effet, au centre du cimetière, une carapace de tortue est posée sur un rocher plat et, étonnamment, la plupart des cadavres sont disposés en cercle autour de cette dernière, comme s'ils avaient été tués en tentant de la récupérer. La carapace est recouverte d'un linge blanc souillé et sali par le temps. Strakoun aperçoit un léger mouvement à l'intérieur. Par tous les titans ! C'est un couffin ! Et il y a un bébé dedans ! J'ouvre de larges yeux et reste un instant en suspens, alors que le Goliath dévale la pente herbeuse et s'approche de la grande pierre. Je lui emboîte le pas, aux aguets. Arrivé à quelques mètres, nous voyons qu'effectivement il y a un enfant dans la carapace. Une petite ondine apparemment, si on en juge la couleur bleutée de sa frimousse mégorlette aux cheveux noirs. Elle semble respirer avec difficulté. Elle a l'air mal en point, indiquai-je en m'agenouillant. Reculez ! Tonne une voix derrière nous. Nous nous retournons et tombons nez à nez avec une énorme tarancasse. Strakoun serre les dents. Ces araignées sont connues pour être bien plus dangereuses que les loups des montagnes. Celle-là est d'ailleurs bien loin de son domaine, les jungles d'Azami, qui se trouvent au sud d'ici à un peu plus de 400 kilomètres. C'est la première fois que j'en croise une. Elles ne sortent jamais de leur forêt normalement. Partin, elle est immense. Reculez de ma sœur ! Immédiatement ! Ordonne-t-elle à nouveau en se plaquant au sol, prête à bondir. Ses chélicères claquent, et du poison chuinte de ses crochets. Nous ne voulons pas prendre le bébé, et encore moins lui faire du mal, commençai-je en tentant de calmer la créature. Reculez ! La voix de l'araignée est sévère et rocailleuse, semblant gronder depuis l'outre-monde lui-même. J'ai l'impression que la terre tremble sous mes pieds lorsqu'elle résonne. Bien, bien, nous reculons, réplique aussitôt mon compagnon Goliath en s'exécutant. Mais votre sœur est souffrante. Nous pouvons l'aider et la protéger. La tarancasse plonge alors son regard dans celui du druide. Yeux dans les yeux, il reste de longues secondes à s'observer, secondes qui me paraissent durer une éternité. L'arachnide doit être le monstre dont nous a parlé la phénix, mais je ne m'attendais pas à cela. Son aura de puissance est si énorme que j'ai la désagréable sensation d'en subir tout le poids sur mes épaules. Avalant avec difficulté ma salive, je me mets tout à coup à douter de nos chances de survie. Que fait-elle ici ? Et pourquoi désigne-t-elle la fillette comme une sœur ? Nous recherchons un dévoreur d'enfants. Était-ce elle ? Pourquoi voudrait-elle le protéger dans ce cas ? Elle ne peut pas avoir reçu l'empathie avec un nourrisson.
Ce bébé a-t-il un lien avec la phénix qui nous a confié cette tâche? Impossible. La femme nous a dit que son fils était mort. Et puis, que pourrait faire une bête de cette taille d'une fillette si petite? Je ne connais rien aux Tarancas, mais je ne les imagine tout de même pas capturer des nouveau-nés pour les manger plus tard. Cela irait à l'encontre de toutes les lois des aînés, et aux dernières nouvelles, aucun d'entre eux ne s'adonne à ce genre de cruauté. À moins qu'elle ne soit corrompue. Mais alors, pourquoi ses yeux sont-ils toujours verts? Alors que toutes ces questions fusent dans ma tête, mon ami fait un pas en avant, en tenant fermement son immense hache à deux mains. En réponse, la créature se tasse encore plus sur elle-même, prête à fondre sur lui d'un instant à l'autre. Les deux individus se jaugent, cela ne fait aucun doute. Le duel qu'ils mènent est pesant, le sol tremble légèrement sous mes pieds. De la sueur perle du front du Goliath, le regard de l'araignée se fait de plus en plus menaçant, et pour couronner le tout, l'aura rougeoyante de Silic les plonge dans une lueur de braise. Alors que la tension s'aggrave de battement de cœur en battement de cœur, je pose les doigts au fourreau de mon épée longue, à ma ceinture, et j'en repousse la garde avec le pouce. Le glissement métallique du tranchant sur sa gaine résonne dans toute la clairière comme un coup de tonnerre. Un linceul de flamme commence à me couvrir les mains, puis monte sur mes bras. Je sens la colère s'élever en moi, prête à fendre l'air d'une seconde à l'autre. J'incante, plus par habitude que par nécessité. Souffle du feu, lame flamboyante. Puis, je tombe à terre et roule sur plusieurs mètres. La tarancasse m'a sauté dessus et percuté comme une vulgaire poupée de chiffon. Un mur de roche jaillit devant moi, et du coin de l'œil j'aperçois mon frère Goliath accompagné d'un geste l'incantation qui vient de me sauver la vie. Aussitôt l'arachnide bondit hors de portée. Passant son abdomen velu et repoussant sous ses pattes relevées, elle expulse une large bombe de soie gluante sur le druide face à elle. Impossible qu'il esquive. Mais alors que le jet de colle s'apprête à le toucher, une gangue de pierre l'emprisonne d'un coup, telle une paire de mâchoires sorties du sol. Je me redresse, mon arme enflammée dans les mains, et serre les dents. Le feu me consume. Mes cheveux s'embrasent. L'incendie de la colère remonte de mes bras et m'enveloppe d'une aura flamboyante. Elle est rapide. Je ne dois pas perdre de temps. Je charge. Une traînée de feu s'étend dans mon sillage, et lorsque j'arrive au niveau de l'araignée, je frappe de taille, d'un grand moulinet. La tarancasse, pourtant gigantesque, s'affaisse sur ses membres velus, et mon épée fend l'air juste au-dessus de son crâne, tranchant seulement une poignée de poils qui se carbonisent instantanément. La créature me porte un regard de mépris, et me repousse avec l'une de ses pattes, comme on enverrait valdinguer un ivrogne un peu trop collant. Puis, tandis que je boule au sol et me redresse, elle se ramasse sur elle-même, tout s'écroule dehors. C'est tout ce que tu as dans le ventre, Vindicael crache-t-elle d'un ton mordant. Mon sang s'arrête, la bouche pleine de poussière, genou à terre. Je relève la tête vers elle. Comment connaît-elle mon nom? Vas-tu mourir ici continue-t-elle. Sa voix chointe d'un poison ironique. Je carre la mâchoire. Oui. Vais-je crever ici? Peut-être. Mais alors, je ne partirai pas seul. Cet échange n'a duré que quelques secondes. Secondes qui furent suffisantes à mon ami druide pour sortir de son tombeau minéral, recouvert de glu blanche. Un sourire dément s'étire sur mes lèvres, alors que j'aperçois mon frère prendre de l'élan et sauter sur l'araignée. Sa hache, qu'il brandit au-dessus de sa tête, est prête à briser une montagne en deux. Au dernier moment, la taranca se décale d'un mouvement surnaturel. Comment peut-elle être aussi rapide en étant aussi grosse? Et la lame de Strakoun s'écrase au sol en fendant pierre, terre et poussière dans un nuage de débris. L'arachnide se ramasse et bondit sur le druide. Le heurt est violent, mais le Goliath ne bouge pas. Il ne recule pas. La peau et l'armure de Strakoun semblent avoir fusionné en une carapace de roc et de pointes de fer. Son bras, replié sur son torse massif, est protégé par une plaque de roche noire fissurée qui lui a servi de bouclier, mais qui n'a pas survécu à l'impact. Ses pieds sont ancrés dans la terre par de larges racines de bois. Un sourire féroce illumine son visage. Mais la fente qui découpe la face velue de son adversaire est d'autant plus effroyable. Elle non plus ne paraît pas avoir souffert du choc. Va falloir que tu m'apprennes tes tours, druide, murmure-t-elle d'une voix grave. Elle bondit en arrière, hors de portée du Goliath, et j'en profite pour la cueillir, comme un fruit trop mûr. Pointe de feu hurlai-je. Une vague de flammes jaillit, et enserre la créature comme une mâchoire avide de chair. Je joins les gestes de mes mains à ma concentration et crispe mes doigts à les faire craquer. Puis, je referme les deux poings brusquement. Le brasier implose et disparaît dans une volute de fumée sombre, et odorant le roussi. Ma respiration est lâchée. Je baisse les bras, soudain pris d'une fatigue écrasante. Le voile de fureur rouge qui m'obscurcit la vue s'estompe, et le feu qui courait sur ma peau s'éteint peu à peu. Le nuage noir, chassé par le vent, me révèle alors que... Bart! Nul cadavre, nulle araignée en vue. Seulement de l'herbe brûlée et un trou dans le sol.
Un sombre ricanement en jaillit. Ah. Bien. Vous avez fait vos preuves, vindiqua-elle. Allez voir ma sœur. Je ne suis pas votre ennemi, comme vous vous en doutez bien. À mes côtés, le Goliath fronce ses lourds sourcils broussailleux. Mes flammes se sont éteintes, et je n'ose imaginer ce que cela me coûtera de les rallumer à nouveau. Le souffle court, je porte un regard interrogateur sur mon camarade druide. Ce dernier hoche imperceptiblement la tête, et desserre son étreinte sur son arme. À mon grand étonnement, il en pose le manche à terre et la brandit maintenant plutôt comme un bâton, sur lequel il s'appuie. Malgré sa volonté à cacher sa fatigue, je lis sur ses traits tirés que l'impact de l'araignée sur son armure de pierre l'a bien plus épuisé qu'il ne souhaiterait le laisser paraître. Mais je suis aussi dans son cas. J'essaie de garder une posture digne, mais je n'ai qu'une envie, tomber à genoux. Du trou, une patte émerge lentement, comme une marmotte sortant de sa tanière à la recherche d'un prédateur. Une deuxième la talonne, puis une troisième, une quatrième, et enfin, la créature monstrueuse se dévoile entièrement. Je serre les dents. Elle ne porte aucun stigmate de mon attaque. Pas le moindre poil brûlé. Sa face horrible nous accueille d'un rectus provocateur. Qu'attends-tu, humain? Qu'elle ne meure à 2 mètres de toi? Sa voix gronde et m'ôte cet état de stupeur qui suit le combattant, alors que mon taux d'adrénaline chute drastiquement. J'ai appris à le maîtriser, en tant que soldat, mais cela fait des années que je n'en suis plus un. Le druide reste stoïque devant l'arachnide. Son regard coule sur moi un instant, et j'y lis sa détermination de me protéger, quoi qu'il arrive. Je le remercie d'un hochement de tête. Je rengaine mon épée, et m'avance en direction du couffin. Je m'appelle Arrakis, dit l'araignée à l'adresse du Goliath, d'une intonation terriblement calme. Je ne suis pas le monstre que vous traquiez, et je peux vous assurer qu'il n'y a aucune créature de ce genre ici. Je suis Strakoun, druide d'aurore éternelle, et voici mon maître de guilde et frère d'armes. Vindicael, la coupe la Tarankas. Vous êtes les hommes que je cherchais. J'arque un sourcil en mettant le genou à terre face au perso tortu. Comment connaissez-vous mon nom? Maugréai-je, sans lever la tête. On posera les questions plus tard. Voyez ma sœur. J'ai beaucoup voyagé avec elle. Elle s'appelle Lilou, et elle a perdu ses mères. J'ai juré de la protéger, mais je ne peux rien contre le mal qui l'habite. La petite dort sous le linge sale. Son visage semble hanté par les ténèbres, et une sombre lueur émane de son cœur. Le sommeil agité, la pauvre enfant est sans doute en proie à de nombreux cauchemars. Je lui caresse la joue du revers de l'index. Blondine esquisse immédiatement un sourire, et soupire d'aise. Je me déride à mon tour. Je n'ai ni femme, ni descendant. Seul depuis toujours, je me sens tout à coup remarquablement bien. La frimousse angélique de la fille des eaux allume quelque chose dans mon âme. Une flamme, longtemps éteinte, s'embrase au fond de mes tripes. Je me surprends alors à aller chercher sa minuscule menotte et à lui glisser mon doigt à l'intérieur. La petite me le serre aussitôt avec entrain. Mais mon regard s'assombrit d'un coup. Sa main est froide comme la pierre. Cela fait combien de temps qu'elle voyage avec vous? Commençai-je en en sortant rapidement de la carapace tortue et en la prenant dans mes bras. Plusieurs mois. Je la nourris du lait des chamois et des chèvres sauvages de la région, m'explique l'araignée d'un ton horriblement désinvolte. Son cœur est faible, son corps est gelé, elle ne va pas survivre, lâchai-je d'une voix sombre et troublée. Pourquoi l'avez-vous gardée? Pourquoi ne pas l'avoir emmenée chez les humains? Vous l'avez condamnée! La Tarankas fait la moue. Son heure n'est pas encore venue, dit-elle d'un timbre neutre et diaboliquement glacial. Son heure va sonner, au contraire. Nous sommes bien trop loin du village le plus proche maintenant, et elle ne tiendra pas 1 heure de plus. Elle ne tiendra peut-être même pas 1 minute de plus. Alors, fais ce que tu as à faire, Phénix. Le dernier mot de sa phrase sort de sa gorge comme une lance et me transperce. Que veut-elle dire? Je me mords les lèvres et serre la petite contre ma poitrine. Les pensées fusent dans ma tête à toute vitesse. Ma magie ne m'est d'aucun secours. Même si certains paladins arrivent à cautériser les blessures, ici, il n'y a aucune hémorragie à l'œuvre. Les alizés de la terre que maîtrise Strakoun sont également inutiles dans de telles circonstances. Je n'ai pas de trousse de soins sur moi, je ne suis plus un aventurier, et lorsque je suis allé aux Trois Ponts, je n'avais pas prévu de me retrouver au milieu des collines bleues pour un raid improvisé. Je relève légèrement la tête et croise les 8 grands yeux brillants de l'araignée géante, qui s'est approchée. Sur ces traits terrifiants qui murmurent, je lis « Tu es un phénix ». Je serre la petite contre moi,
et mon regard s'assombrit d'effroi. Non, pas déjà. Je mets Londine en berceau. Sa respiration vient de s'arrêter. Non! Lilou est souriante, mais plus aucun souffle d'air ne sort ou n'entre de ses poumons. Elle s'est éteinte, sans bruit, sans plainte, sans mère. Non! Hurlai-je en tombant à genoux. Non, 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 non! L'arachnide reste impassible. Ses iris émeraudes sont graves et durs, alors qu'il m'observe avec attention. Strakoun s'approche de moi. Vinji, on est arrivé trop tard. Tu ne peux rien y faire. Je suis navré, mon frère. Je n'écoute pas. Je pleure. Et les perles salées qui ruissellent de mes yeux s'écrasent sur le visage de l'enfant. Coulant alors sur les joues creuses de Londine, mes larmes paraissent sortir de ses petits yeux clos, semblant ainsi m'accompagner dans ma peine. Je ne peux pas. Je ne peux pas la laisser partir comme ça. Mes mots qui tremblent, défaillants, sont étouffés de sanglots. Tu ne peux rien faire de plus, Vinji. C'est terminé, me coupe le Goliath d'une voix morne. Il pose son énorme main sur moi. Je ne peux pas! Criai-je en le repoussant de mouvements d'épaule. Et puis, tout devient subitement clair. Cet enfant n'a personne. Je ne la laisserai pas mourir au milieu de nulle part, me récriai-je. J'installe le bébé sur le linge, au sol et face à moi. Je plaque mes pommes sur son buste et ferme les yeux. L'araignée avait raison. Je suis un phénix. Je peux lui offrir de mon feu. Je peux lui donner une partie de moi, quitte à y rester. Mais cet enfant vivra, je le jure, devant tous les grands titans. Mon aura s'intensifie. Mes flammes perlent sous la forme de larmes d'or. Mes mains irradient d'une lueur rouge et des vagues de chaleur les quittent pour entrer dans la poitrine de la petite fille. J'ai l'impression d'être un torrent qui se déverse en elle, sans barrage ni montagne pour le retenir. Je sens mon feu me déserter pour s'engouffrer en elle et rallumer un à un ses organes, comme un serviteur éveillant les bougies d'un chandelier, une à une, jusqu'à obtenir une lumière douce. Puis, alors que la lourde poigne du Goliath me tire en arrière, Lilou ouvre les yeux. « Tu vas mourir si tu continues !» L'injonction du druide paraît venir de notre monde. Mon visage se déride, comme un bonnet qui tombe en admiration devant une toile d'araignée couverte de rosée du matin. Je suis épuisé, devant les portes de la mort, mais une incroyable onde de satisfaction et de fierté m'irradie le corps. Je m'effondre. Dans un dernier sursaut d'énergie, je cherche la main de l'enfant et souris à la frimousse de la fillette. Une mèche orange orne maintenant ses cheveux noirs. Une part de mon feu demeurera toujours en elle. Mon souffle devient court, mes battements cardiaques ralentissent. Je suis harassé, complètement vidé. Je ne pensais pas y parvenir. Je me blottis contre elle et la serre contre moi, une risette de bonheur aux lèvres. À la limite de l'inconscience, j'entends le Goliath qui reprend. « Partin, Vinji, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix est percée par l'inquiétude. « Il ne mourra pas !» dit sèchement la Tarancasse en arrivant à son niveau. « Ton ami est puissant, et son cœur est grand. Il n'a pas eu à user de tout son feu pour sauver la petite. » L'homme de la terre lève les yeux vers l'araignée et carre la mâchoire. « Qui es-tu réellement, monstre ?» Elle lui offre un sourire vorace en guise de réponse. « Je m'appelle Arrakis, et je suis la sœur de la fille de ton maître dorénavant. Je cherchais un phénix capable de sacrifier son feu pour une inconnue. Peu l'aurait fait. Ton ami est celui qu'il me fallait, et je savais où vous trouver. Enfin, disons plutôt que je savais comment vous attirer ici. » « Tu crois vraiment qu'on va te laisser nous suivre après tout ça ?»« Oui, » glousse-t-elle d'un rire affamé. « Ce qu'a fait Vinji aujourd'hui préservera peut-être le monde de demain, druide de Dana. Mais pour l'instant, attendons juste qu'il se réveille. Je suis las de mes voyages. » Encyclopédie des savoirs anciens. La magie élémentaire. Chapitre 1. Description générale.
La magie élémentaire puise la source de sa puissance dans le cœur élémentaire, ce pouvoir primordial qui anime toute chose. La magie est l'art de faire appel à ses alizés ancestraux, le feu, la terre, l'eau et l'air. Ces flux sont l'essence même de l'existence. Toute substance et tout être, de chair ou de pierre, de plume ou de branche, est composé d'au moins une de ces forces. Les humains et les aînés, qui sont physiquement attachés à un courant en fonction de leur race ou de leurs origines, contrôlent une forme de magie élémentaire instinctive en rapport avec ce dernier. Ainsi, les phénix manipulent de manière innée le pouvoir du feu, tandis que les ondines maîtrisent l'eau, les goliaths la terre et les séraphins l'air. Chez les aînés, c'est sensiblement identique. Les grands aigles sont associés à l'air de par leur nature céleste, tout comme les loups tonnerres qui commandent aux orages, alors que les chats sont unis au feu par leur tempérament passionné, les poissons et les créatures marines à l'eau, et la plupart des arachnides par leur lien au sol. Si tout individu possède une affinité élémentaire innée, tous ne développent pas leurs facultés de la même manière. La qualification de mage désigne donc une personne qui a poussé sa connaissance et sa maestria de cette magie à l'extrême, transcendant les limites de son simple état pour atteindre la maîtrise complète de son essence. De par leur puissance, les mystiques sont généralement des gens respectés et écoutés qui usent de leur potentiel au profit de leur guilde, de leur village ou de leur tribu. Note sur les affinités multiples. Il arrive parfois que des individus développent une double affinité. Ces êtres exceptionnels peuvent manifester les traits de deux alizés, bien que cette dualité s'accompagne souvent de tensions intérieures. Plus rares encore sont les mages capables de maîtriser deux éléments distincts, et quasi inexistants ceux qui parviennent à maîtriser des forces opposées. L'histoire ne recense qu'une poignée de ces prodiges au cours des derniers siècles. La terre. Couleur marron ou noir. Élément opposé, air. L'élément terre nourrit et stabilise. Il correspond au minéral et au végétal, aux racines profondes et aux montagnes immuables. Les rituels de la terre sont des sorts de protection, de création ou de transmutation de matière. Un mage de la terre peut faire croître une forêt en quelques mois, ériger des murailles de pierre ou transformer le sable en verre. C'est l'alizé principale des druides et de certains rôdeurs, qui puisent leur force dans le lien tellurique qui les unit au monde. Les qualités des créatures et des individus connectés à la terre sont la volonté, la détermination, l'endurance et le sang-froid. Ces êtres sont les piliers sur lesquels reposent les communautés, inébranlables face à l'adversité. Leurs défauts sont l'entêtement, l'apathie ou l'insensibilité, car leur stabilité peut se muer en rigidité et leur patience en indifférence. Opposition à l'air. Là où l'air favorise le mouvement et le changement, la terre recherche la permanence et l'enracinement. Les mages de terre considèrent souvent les praticiens de l'air comme des êtres superficiels, tandis que ces derniers perçoivent les géomanciens comme des esprits bornés. L'air. Couleur. Blanc ou gris. Élément opposé. Terre. L'élément air est celui du tonnerre, des vents et de l'être libéré. Il représente l'invisible qui anime le visible, le souffle qui porte la vie. Ces sortilèges sont du domaine de la vision, des sens, de la prémonition, du mental, des illusions, du mouvement ou des éclairs. Un mage de l'air peut devenir intangible, invoquer des tempêtes, lire dans les pensées ou projeter son esprit à travers de vastes distances. La grande majorité des créatures volantes sont naturellement associées à cette alizé, bien que les loups tonnerres terrestres y soient liés par leur domination des orages plutôt que par le vent.
Les qualités de ceux qui sont unis à l'air sont l'intelligence, l'adaptation, la vélocité, l'imagination et la perception. Ce sont des innovateurs, des penseurs et des visionnaires qui voient ce que d'autres ignorent. Leurs défauts sont l'étourderie, la dissipation ou la frivolité, car leur esprit vagabond peine parfois à se fixer sur l'essentiel. Le feu, couleur jaune ou rouge. Élément opposé, eau. L'élément feu est celui de la lumière, des émotions et de la chaleur. Il correspond aux flammes purificatrices, régénératrices ou vindicatives qui consument l'ancien pour permettre la résurgence du nouveau. Le feu est la magie de destruction, de passion, de cicatrisation ou de bannissement. Un mystique du feu peut invoquer des brasiers dévastateurs, épurer les maladies par la fournaise, ou renaître de ses cendres, tels les phénix légendaires. Ces sortilèges exigent une maîtrise émotionnelle rigoureuse, car le feu répond à l'intensité du cœur autant qu'à la discipline de l'esprit. Les qualités des créatures liées à cette force sont la vaillance, le charisme, l'audace et le dynamisme. Ce sont des meneurs naturels, des guerriers intrépides et des artistes zélés. Leurs défauts sont la colère, l'impulsivité, l'avidité ou la soif de vengeance, car leur flamme intérieure peut devenir un incendie incontrôlable. Opposition à l'eau. Le feu consume et transforme rapidement, là où l'eau apaise et guérit lentement. Ces philosophies antagonistes génèrent des frictions séculaires entre Phénix et Ondine, bien que certains sages affirment que leur union symbolise l'équilibre parfait entre passion et sérénité. L'eau, couleur bleu ou vert. Élément opposé, feu. L'élément eau est la source de la vie, qui désaltère et pense les mots. Elle représente le flux constant, l'adaptation et la profondeur insondable. Les rituels de l'eau sont le soin, le sommeil, la méditation et la purification. Un mage de l'eau peut refermer les blessures les plus graves, apaiser les esprits tourmentés, invoquer des pluies bienfaitrices, ou plonger autrui dans une léthargie réparatrice. C'est l'alisée majeure des guérisseurs, qu'ils soient sorciers ou simples médecins, car l'eau connaît les secrets du corps et de l'âme. Les qualités des individus liés à l'eau sont l'empathie, la tendresse, la sérénité et la sagesse émotionnelle. Ce sont des consolateurs nés et des guides spirituels. Leurs défauts sont la timidité, la mélancolie et l'hypersensibilité, car leur profonde connexion aux sentiments peut les submerger, comme une marée. Par Sir Darredon, maître du savoir de Massilia.